Bien, bonjour à tous. On va ouvrir cette session qui est consacrée au thème régime de guerre et modernisation capitaliste. Alors d'abord, je vais annoncer que les premiers intervenants, c'est excusé, c'était Georges Sorozabal, qui pour des raisons familiales n'a pas pu participer. On a quand même 3 intervenants. Et donc, les premiers thèmes, qui sera un thème commun aux 2 premiers intervenants, c'est-à-dire Eric Aliès et Maurizio Lazzarato. Maurizio Lazzarato, j'insiste. Et guerre, anthologie et stratégie s'intègrent dans s'articulent autour du fait qu'ils ont publié ensemble un livre Guerre et Capital en 2016 et ils ont une continuation qui est en préparation. Alors on va commencer par Eric. Et Eric est philosophe, professeur à Paris 8 et chercheur associé à Kingston University dans un département de philo et centre de recherche, éditeur collectif de Radical Philosophie, qui va être, il me dit, fermé incessamment sous peu. Eric est auteur entre autres, de Les Temps capitaux, avec préface de Deleuze, et qui a été traduit en instigation du Michael et Tony dans la collection Theory Out of Bounds, et après Guerre et Capital, et après Duchamp, et avec et contre Lacan, essai des mythologies queer. Donc je laisse la parole à Eric pour la première partie. Merci. Tout simplement dire d'abord réellement mon plaisir, notre plaisir d'être ici dans ce qui s'est dit très bien lors de la première séance d'ouverture hier matin comme une relance collective. Et avant de commencer, je voudrais juste dire aussi, il y a un mot qui est apparu plusieurs fois hier, et en particulier dans la première session, mais même après, qui était le mot émotion. Bon. Et la vérité, c'est que quand, après 2 très belles séances de préparation avec Maurizio, on avait un chemin de fer, il a apporté beaucoup de choses, etc., je me suis retrouvé face à l'ordinateur. Ce qui est venu, c'est effectivement l'émotion. Bon. Et l'émotion, comme vous le savez tous, c'est inévitablement un moment un peu bergsonien. Vous savez, c'est le cône, je plonge dans un segment du passé, etc., etc. Et là, c'était 2 fois bergsonien, parce que ce qui m'est revenu, c'était lors de l'une de mes toutes premières rencontres avec Tony. Ça devait être la 2e, si je ne dis pas de bêtises, donc en 83 à Paris, je veux dire. À un moment donné, avec son air malicieux que nous connaissons tous, il me dit, tu sais, ce qui est vraiment important quand même chez Deleuze aussi, c'est le N-1. Je le regarde, je dis, oui. Il me dit, oui, tu comprends, il y a quand même un problème Bergson. Donc, moins Bergson. Il me dit, bon, d'accord, ok. Et je comprenais un tout petit peu ce qu'il voulait dire. Puis à un moment, dans le cours de la discussion, il lâche inévitablement le nom de Politzer. Bon, on savait exactement où on était. Bon. Je continue l'histoire. En 92 ou 93, à l'occasion de la traduction brésilienne de l'Anomalie sauvage, Tony m'envoie en postface un texte absolument magnifique qui s'appelle Démocratie et éternité, qui est le texte qu'il a donné à un colloque organisé par le Collège international de philosophie, donc autour de Spinoza. Et il accompagne cet envoi de ces mots « Tu vas retrouver Bergson ici ». Je ferme la parenthèse. Petite citation. Quanto tempo è passato di ieri a oggi. 2021, Tony.
C'est sans doute le propre des grandes fins et de la fin des plus grands et des plus grandes que de nous ramener au milieu de leurs pensées en finissant de les inscrire au milieu de nous et nous au milieu d'eux dans ce qu'on pourrait ou devrait ontologiquement appeler avec Deleuze un pur plan d'immanence. Penser, infinitif présent, au dernier texte, si émouvant, publié par Deleuze comme un cristal testamentaire, l'immanence, une vie, qui s'ouvre sur un Bergson au-delà de Spinoza, car c'est pratiquement la troisième ligne, même la conception spinoziste de la puissance fait appel à la conscience. Et donc, Deleuze déploie le principe premier d'une vie ne contenant que des virtuels, imprimant et exprimant l'événement considéré comme non actualisé, qui ne manque de rien, puissance, béatitude complète, écrit Deleuze. Merci. Quand l'événement se lève un instant, avant de retomber dans un état de choses, dans un vécu, dans l'histoire qui l'actualise. Une fin qui revient au début, sur le circuit le plus court, comme à ce qui n'aurait cessé d'animer la métaphysique deleuzienne. Il y a évidemment là quelque chose de très classique, de très français, qui nous fait aussitôt mesurer la différence italienne, à savoir la surdétermination de la pratique et de l'espace conflictuel de la pratique collective, de la pratique politique collective, caractérisant, depuis Machiavel, la pensée italienne en la projetant comme un véritable performatif, où la pensée des pratiques se retourne en une pratique singulière de la pensée, dont le style même est indissociable de l'historicisation et de la dramatisation politique de ses analyses et théories. C'est l'affirmation clé de Mario Tronti dans l'introduction de Opéra et Capital, Ouvrier et Capital, 66, qui rassemble dans une formule l'élaboration collective portée par les revues Quaderni Rossi et ensuite Classe Operaia. Je cite, « Le tournant de la pratique doit comporter tous les termes du problème ». D'où l'exemplarité de l'opéraïsme italien et de la révolution copernicienne qu'il dispute au théoricisme d'Althusser pour opérer dans le champ du marxisme occidental un renversement stratégique. Renversement stratégique, on trouve l'expression, bien évidemment, chez Tronti. Radicalement antagoniste, en son refus de toute espèce de médiation dialectique, la subjectivité ouvrière s'impose, s'expose, comme le moteur à explosion des luttes, dans le développement social de la tendance contre, c'est du Tony, questo barbaro dominio du capitalisme. Jusqu'à la défaite historico-politique, le syntagme est foucaldien, de la fin des années 70 et la transvaluation de toutes les valeurs de l'opéraïsme dans un spinozisme politique, biopolitique, du désir et de l'autonomie, dont Negri devient le protagoniste majeur quand il le projette sur un plan d'immanence qui n'est pas celui à la française d'une politique de la philosophie, mais, selon le beau résumé de Sandro Quignola, de, je cite, la multitude comme sujet d'un exode heureux de la société du travail, entraînée par la dynamisme constituante du général intellect. Fermez les guillemets. Cut, comme on dit au cinéma, pour cause de court-circuit sur toute la ligne et sur le circuit le plus court d'une longue vie dans l'immanence des luttes que nous avons, toutes et tous, au moins le sentiment d'avoir partagé. Con il suo sorriso, la sua dolcezza e le sue folli esplosioni di velocità, on ira à la toute fin, bouleversante, de la storia di un comunista, de l'ami du camarade Tony Negri. Et ici, je me permets de citer en italien, dans mon mauvais italien, comme ça tout le monde comprendra. Mi sembra talora di essere del tutto estraneo al mondo che mi sta attorno. Un sentiment d'étrangeté, d'extranéité totale par rapport au monde qui m'entoure. Curiosa sensazione per chi ha riempito 3 volumi di una storia di intensa immersione nell'esistente. Non sarà che alla mia fiducia nell'essere, foi dans l'être, alla mia ammirazione per quello che è vivo, non corrisponda più qualcosa che si possa amare.
mi sfugge il mondo attorno. Quando rifletto su questa fenomenologia del presente, quando più affino lo sguardo, tanto più l'unica, la sola figura valutativa e descrittiva che mi sembra investire il mondo dai significanti e permettere di descriverlo è quella del nihilismo. Le nihilisme est décliné, dans ces pages, sur le mode de l'éternel retour d'un fascisme résurgent, accompagné de la peur, la paura, des années d'hiver. Ma tornerà la primavera, ritorna sempre, qui rend la lutte difficile, malgré la puissance ontologique accumulée dans les cycles de lutte, quand il faut se préparer à s'organiser, je cite Tony, pour ne pas subir la décision de guerre d'un capital croisé avec le fascisme. Citation toujours, éviter la guerre, combattre et vaincre le capital sans passer à travers la guerre, voilà notre but. Comment faire? Le pacifisme sera notre arme parce que la paix est notre désir. Désir, en italique, dont on pourra percevoir l'écho deleuzien dans une rêverie de machines de guerre qui, chacun le sait, n'aurait pas la guerre pour objet dans un champ d'immanence collectif absolument étranger, je traduis du coup en italien, del tutto estraneo au dispositif de pouvoir. C'est, chez Deleuze, contre à Foucault, la définition même, la définition spinoziste du plan d'immanence du désir. Dans l'entretien qui sera publié en 1990, dans le premier numéro de Futur antérieur, Tony a pu confier à Deleuze qu'il entendait une note tragique dans ces 1000 plateaux, je cite Tony, là où on ne sait pas où mène sa machine de guerre. La réponse développée par Tony tient en un mot, multitudo, et marquera moins un nouveau départ des études spinozistes, ce qui fut évidemment le cas, qu'un déplacement d'ordre ontologique de la socialisation politique où s'affirme la puissance radicale de la démocratie dans la multitudo. Son processus affirmatif qui se veut tendance du réel, positivité absolue de la cupiditas qui n'a pas d'excès et montre le mal comme idée inadéquate, cet extrait de Démocratie et éternité, le texte de 93 sur Spinoza auquel je faisais allusion, texte absolument magnifique, n'aura visiblement pas suffi à évacuer la note tragique poussée à son acmé au terme de l'autobiographie, quand l'appel final à la rébellion et la résistance n'a de toute évidence pas la puissance de dissiper, je cite encore Tony dans ses toutes dernières pages de son autobiographie, le nuage de fumée sulfureuse, l'atmosphère épaisse, impossible à traverser du regard, qui nous entoure. Ce que nous tenterons d'appréhender en nous attachant à déterminer ce qui a pu rendre l'ami Tony si étranger, estraneo, un effetto di straniazione. Waouh! Je ne passe pas l'épreuve là de l'italien. Au déploiement de la crise systémique du capitalisme, dans le retour de la guerre, poussée jusqu'au génocide, et l'omniprésence dans toutes ses modalités, prédatrices et racialisées, et genrées, et culturelles, toutes soumises à l'accélérationnisme écocide, d'une guerre civile globale, poussant les feux de ce qu'il appelle encore un fascisme ubiquo. Mais, soit dit au passage, et pour épaissir encore le brouillard, n'est-ce pas Negri lui-même qui avait produit à la fin de Macchina Tempo, 1982, Sandro faisait allusion à ce texte hier, une critique de la paix comme valeur mystifiée du vainqueur et condition de l'exercice de la violence légitime par l'État dans, je cite Tony en 82, une guerre civile permanente liée au développement de la force négative du travail, au niche capital évoqué hier par Roberto. Nous ne proposerons que quelques étapes prélevées sur le corpus d'une pensée dont l'historicité politique nous enveloppe de toutes parts. Ou pour le dire autrement, la critique est nôtre au sens où elle nous enveloppe de toutes parts, au sens où elle nous comprend. Et c'est d'ailleurs aussi la sienne, à Tony, en forme de critica reloaded, je le cite,
Si on se reporte à un entretien donné plus d'un an après la parution du troisième et dernier volume de l'Histoire d'un communiste, en novembre 2021. Il ouvre le volume récemment publié en Italie autour des enquêtes sur la métropole parisienne, auxquelles Maurizio a d'ailleurs activement participé avec bien des camarades ici présents. Le schéma classe, multitude, classe prime, qui était au cœur de l'intervention avec Michael dans la New Left Review en Empire 20 Years On, est repris de façon infiniment plus critique et autocritique eu égard à la multitude et à son devenir classe multitudinaire, puisqu'il faut maintenant penser non plus 20, mais 40 ans plus tard, après le renversement à l'opposé du paradoxe più socializzazione, meno comando. On sait que celui-ci présidait à l'autovalorisation coopérative et à ces processus de subjectivation collective qu'il fallait déjà, à nouveau frais, organiser en une classe intersectionnelle, une classe qui soit elle-même une multiplicité. En 2021, s'il faut encore chercher une référence deleuzienne, elle ne nous orientera plus vers le devenir, mais vers le chaos, c'est le terme utilisé, qu'est devenue la multitude diffuse et précaire, prise dans une lutte des classes emportée et remportée par la contre-révolution néolibérale, ce qui lui aura interdit à cette multitude de s'approprier, d'actualiser politiquement les transformations du travail productif dans la qualification biopolitique de la multitude. Le plan séquent, qui, dans Qu'est-ce que la philosophie, à la fin, dans la conclusion, traverse le chaos pour le vaincre, dans une manière de dedans et contre, Negri l'appelle découverte et pratique d'un nouveau terrain politique. C'est alors que la référence deleuzienne tourne court, puisque la classe révolutionnaire, qui s'y construit dans une perspective organisationnelle, donne prime, si j'ose dire, au contexte dialectique, citation de Tony, et à la volonté réaliste, autre citation de Tony. Fût-ce par la petite porte, retour donc d'une dialectique qui se sera extraite du contexte hegelien, dans lequel on a voulu la confondre, avec le succès que l'on sait, dans un hégélo-marxisme de synthèse sans dualisme de pouvoir. Dualisme évacué, d'un côté, par les jeux souverains de la relève, c'est la traduction de l'Aufhebung en bon français post-déridien, en l'espèce de l'Aufhebung de la contradiction dans la négation de la négation. Une entreprise de pacification et de colonisation intérieure de la guerre civile, selon le Foucault des années rouges. De l'autre, par la positivité absolue d'une affirmation ontologique faisant de l'opposition un faux problème, ça c'est une citation littérale de Bergson, hors de son actualité phénoménale, ce que Deleuze reprend dans Différence et répétition. Et Deleuze, ici et là, avec la grande identité anti-hégélienne Bergson-Spinoza, qui anime encore la production désirante, bientôt relevée dans la puissance constituante ou auto-valorisante de la multitude post-classe à la subjectivation de plus en plus contrariée. La difficulté, c'est évidemment Tony qui parle ici, reconnue et dialectiquement, point d'interrogation, analysée par le dernier Negri, pourrait nous amener à enchaîner sur sa possible résolution du côté de l'affirmation du dualismo del potere via, nous citons la Fabbrica della Strategia de 72-73, publiée en 77, je cite, la conception du pouvoir comme absolu dialectique, au sens où Marx définissait le capital. Dialectique, parce que toujours rapport de force, d'un positif et d'un négatif, mais absolu dans le même temps, parce que le conflit touche à sa propre solution interne, retrouve son chemin, qui décide de la guerre, dans les termes schmittiens de la définition du pouvoir, ajoute Tony dans une note, c'est la note 61. Que l'on nous entende bien, il ne s'agit surtout pas
de revenir en arrière, et encore moins, si possible, de nous tourner vers un improbable insurrectionnalisme léniniste, justement critiqué par Negri dans ses 33 leçons sur Lénine, eu égard déjà à la situation italienne des années 70. Voir à ce sujet la belle préface de Sandro à la réédition du séminaire de 72-73, les 33 leçons sur Lénine. Je laisserai à Maurizio le soin de rappeler que la dialectique marxiste du 1 se divise en 2 a rompu avec la contradiction hegelienne pour affirmer la stratégie des classes en lutte. Et surtout, pour qu'il développe l'idée que la stratégie est un point de vue subjectif et de subjectivation de la guerre présente en toutes ses modalités, économiques et extra-économiques, dans la production et la reproduction qui impliquent en conséquence une multiplicité de dualismes. Ce sont évidemment les auteurs de Guerre et Capital qui s'avancent ici, sans masque. Mais enfin, dans le montage proposé, la conséquence dialectico-stratégique, sans doute forcée, que nous tirons et qui participe d'un diagnostic du présent en Trump 2.0 n'est pas, disons, impossible, pour autant que l'effetto di straniazione amènerait à porter la critique sur la conversion ontologique du politique ou le transfert du politique sur le terrain de l'ontologie, ça c'est Tony qui parle, dans la puissance constituante de la multitudo, projetant l'illimitation et la démesure du travail vivant au-delà de la classe. Si, avec Spinoza au-delà de Marx, selon le titre de l'article que j'avais écrit en 82 sur l'anomalia selvaggia, non encore traduite en français, je cite, la coopération, je cite Tony, la coopération est la vie elle-même en tant qu'elle se produit et se reproduit, alors, en italique, il politico è potenza ontologica di una moltitudine di singolarità cooperanti. En un mouvement assez deleuzien ou deleuzo-guattarien, sa prolifération ininterrompue, sa productivité inépuisable de subjectivité, sa métamorphose continue rencontre le pouvoir non comme une limite, mais comme un obstacle qu'il suffit de déplacer pour que la puissance de la multitude se déploie en une constellation productive, créatrice de puissances différences. C'est un terme de Tony dans Kairos, Alma, Vénus, Multitude. Donc dans un temps-vie, poursuit-il, un temps-vie, temps-vie, italique, qui est celui de la transformation éthique de la politique, en biopolitique. Ce temps-vie, opposé au temps-mesure, c'est toujours du Tony, reconstruit sur la trame de l'espace cet amour du temps, amor del tempo, ce faisant, pour continuer à parler bergsonien, ne manquera pas donc de faire revenir Bergson dans la grande identité Spinoza-Foucault, construite par Negri en ces années d'élimination de tout négatif. Parce que, du point de vue ontologique, explique-t-il, le négatif n'existe pas. Et j'ajouterais, pas plus que le pouvoir lui-même. De refus, donc année de refus de toute dialectique, de toute trace d'historicisme, dont est synonyme, je le cite, la désertion du champ de la guerre pour la domination, consécutive, on le sait, à la défaite politique du 7 aprile. 7 aprile dans un nom générique. Negri l'énonce très clairement dans un entretien de 2013 où est remis en jeu le passage de la Fabbrica della Strategia, 77 ou 72-73, à la Fabbrica del Soggetto, 86, ou de la reproduction élargie de la lutte des classes à la production de subjectivité. Je cite Tony. Mais pourquoi suis-je allé chercher Spinoza? Évidemment parce que j'avais besoin de m'expliquer le fait que la défaite subie, malgré tout, nous donnait une composition ontologique, c'est-à-dire à la fois technique et politique, plus avancée. De ce point de vue, il n'y a pas de doute qu'existe déjà pour moi le foucaldisme, c'est-à-dire une ontologie ouverte de la contemporanéité, qui surgit précisément comme réponse à une ontologie historique de la défaite. Fermez les guillemets. C'est aussi que Spinoza, explique-t-il, est le chiffre d'une révolution qui a eu lieu dans l'éthique comme permanence, défense, résistance de l'être. Contredisant la fameuse assertion de Mille Plateau, selon laquelle la politique précède l'être, c'est maintenant l'être qui précède la politique, au fil d'une dédramatisation du concept de révolution, se révélant n'être plus rien d'autre à travers le pouvoir constituant
que le désir, je cite Tony, le désir de transformation du temps, désir continu, implacable et ontologiquement efficace. C'est dans, bien sûr, il potere constituente, la fin, le pouvoir constituant. On ne disputera pas le fait que cette primauté de l'ontologie est absolue parce que l'ontologie a absorbé le politique. C'est encore Tony qui parle. Par dilution, explique-t-il, ou distension, ce sont donc les mots employés à la fin du pouvoir constituant, de la stratégie révolutionnaire dans les pratiques de transformation micropolitique supposées imposer la normalité de la révolution. La normalité de la révolution, vous trouvez toujours ça dans le pouvoir constituant. Je conclus. Sauf que, pour paraphraser une intervention célèbre de Deleuze et Guattari, mai 68 n'a pas eu lieu, intervention de 1984, qui avait inquiété leur ami Tony, la révolution n'a pas eu lieu, au moins de notre côté. La meilleure preuve en est peut-être la reprise d'une pensée postmoderne, tant au niveau d'un Spinoza lancé au-delà de la modernité, et si j'ose dire de la révolution, que de l'analyse du capitalisme projetée au-delà de l'impérialisme, dans l'Empire, avec le privilège supposé de la finance sur la guerre. Empire, empire, apparaîtra, je cite, comme une coquille vide ou un parasite, dans la mesure où il ne produit rien de vital ou rien d'ontologique par rapport, dernière citation, à une virtualité qui investit la totalité du tissu biopolitique de la mondialisation impériale. Le banc-titre de ce passage dans Empire, Empire, se lit au-delà de la mesure, parenthèse, le virtuel. Difficile de faire plus bergsonien. Je conclue. Merci pour cette provocation dense. Et maintenant, Maurizio, je continue en italien, Lazzarato, qui vit et travaille à Paris, comme ça a été déjà dit 2 ou 3 fois aujourd'hui, même par Eric, a beaucoup travaillé avec Tony, des longues années avec Tony, et depuis quelques années, ses recherches portent, je dirais, avant qu'on se retrouve dans la situation d'aujourd'hui, ces recherches portent sur la centralité de la guerre dans le capitalisme globalisé. Et à part en plus du livre publié avec Eric, il a publié Guerre ou Révolution, la guerre et la monnaie, et vers une nouvelle guerre civile mondiale. Je te donne la parole. Bon, j'y vais tout de suite au texte. Alors, l'impuissance politique actuelle est la conséquence de l'exclusion des guerres et des guerres civiles de la théorie critique, qui est elle-même le résultat d'une autre exclusion, la révolution. Exclusion partagée par toutes les différentes théories de la production qui, depuis les années 60, ont enrichi, élargi, contesté et cherché à dépasser les limites du marxisme. L'économie libidinale de Lyotard, l'économie des affects de Klossowski, les discours du capitaliste de Lacan, la production désirante de Deleuze et Guattari, la biopolitique de Foucault, l'être comme production ontologique spinoziste de Tony. Un spectre hante l'imaginaire révolutionnaire, c'est le fantasme de la production, dira Baudrillard, sans pour autant sortir avec son recours au symbolique, à la culture et à la sémiotique de la pacification que ces concepts de production impliquent. Le régime de guerre actuel est d'un côté le résultat évident de la production capitaliste, de l'autre il est sans doute inexplicable avec les seules catégories de la critique de l'économie politique, de la production désirante ou biopolitique ou encore l'ontologie spinoziste. Ce nouveau concept de production prétend dépasser les limites du dualisme de la lutte des classes par l'affirmation de la multiplicité, alors que dans le capitalisme, cette dernière, la multiplicité, est nécessairement prise dans les rapports stratégiques de guerre entre classes. La production, qu'elle soit matérielle ou immatérielle, affective ou désirante,
cognitive ou biopolitique présuppose toujours la production extra-économique, extra-affective, extra-cognitive des classes sociales. Avant de produire des marchandises, il faut prendre, s'approprier, exproprier par la force et la violence de l'État et des capitalistes, des terres, des populations, des corps, des moyens de production, des ressources, et à diviser ce qui a été pris. Historiquement, le capitalisme est né d'une triple conquête. La conquête des terres et l'expropriation des paysans en Europe, la conquête des femmes, la chasse aux sorcières et les signes de leur expropriation, la conquête des terres libres du Nouveau Monde, avec l'asservissement des indigènes transformés en colonisés et des Africains transformés en esclaves. Sans ces guerres de conquête, des corps qui divisent les vainqueurs et les vaincus en propriétaires et non propriétaires, aucune production ne peut avoir lieu. La division entre propriétaires et non propriétaires, la domination de l'homme sur la femme, du blanc sur le non-blanc, ne sont pas les résultats de la production, mais ce que la production présuppose. Ces guerres et ces divisions se produisent chaque fois que le capital passe d'un régime d'accumulation à un autre. Hans Junger Krall est le seul marxiste qui, dans les années 60, au lieu de pacifier la production, essaye d'articuler la violence de la lutte des classes, de la guerre civile, de la révolution, et la contrainte silencieuse des rapports de production pour penser ensemble révolution et production. C'est le seul qui a introduit le concept de guerre dans le concept de capital, chose que personne n'a fait depuis. Et c'est ce qu'on essaye de faire de façon très... Dans une polémique avec Habermas autour de Marx, Krall interroge ce qui pose problème chez ces derniers. La production est le principe de l'histoire, toutefois, c'est une citation de Krall, toutefois l'histoire dans son ensemble est l'histoire de la lutte des classes. Il voit dans le marxisme deux principes heuristiques différents. La production et ses sujets, force productive et rapport de production, et la lutte des classes et ses sujets, l'opposition politique entre oppresseurs et opprimés, qui ne s'articulent pas facilement entre eux. La solution de cette contradiction est indiquée par Krall dans l'accumulation primitive, qui se répète, où il saisit les forces extra-économiques et politiques qui agissent comme présupposés de l'accumulation du capital, puisque les classes sociales, aussi bien le prolétariat que la bourgeoisie, naissent de guerres civiles. Ils ne naissent pas de la production, ils naissent de guerres civiles, historiquement, et chaque fois que le capital va changer, comme maintenant, on est dans une phase de nouvelle accumulation primitive où il faut produire de nouvelles classes bourgeoises et de nouvelles classes prolétaires. Donc, chaque fois, ça représente ce truc. L'accumulation primitive consiste dans la distribution primaire, et ça c'est un concept important, des moyens de production de la propriété privée, et dans la création des classes propriétaires et non propriétaires qui en découlent. Par conséquent, le concept de distribution primaire des moyens de production, résultat de l'appropriation, doit être, selon moi, dit Krall, doit être subsumé au concept de production, notamment si le concept de production comprend, comme chez Marx, du point de vue catégoriel et matériel, non seulement le travail, compris comme activité instrumentale, mais le travail et la division du travail. Cette division du travail, c'est la division primaire. Ce n'est pas la division technique, c'est la division politique, sur laquelle on a fait une confusion énorme, donc on continue à la reproduire, cette confusion. Au début des années 1980, Michel Foucault exprime la même méprise que Habermas par rapport à Marx et à son concept de production, qui sépare des rapports de pouvoir qui la fondent. Il va séparer la production de la guerre, fondamentalement, Foucault. En distinguant les relations de travail, des relations de communication et des relations de pouvoir, Foucault attribue à Marx, même s'il n'a pas nommé dans le sujet les pouvoirs, c'est ce texte que je cite, une conception instrumentale du travail. Foucault dit le pouvoir du travail est celui qu'on exerce sur les choses et qui donne la capacité de les modifier, de les utiliser, de les consommer, de les détruire. Ce qui caractérise en revanche le pouvoir, c'est qu'il met en jeu des relations entre individus. Évidemment, Marx présuppose avec la distribution primaire, présuppose ça. Dans l'Einleitung, manuscrit du 23 août 1957, Marx généralise théoriquement les résultats de son travail historique sur l'accumulation primitive, ce qui nous permet de mettre en lumière les malentendus de Foucault et de Habermas.
La distribution primaire, qu'il appelle ici sociale, il l'appelle pas primaire comme Kral, mais il l'appelle sociale, est une classe sociale, il dit. L'individu qui ne possède aucun capital, aucune propriété, en naissant est assigné au travail salarié par la distribution sociale. Donc c'est la distribution politique qui assigne l'ouvrier à sa place. Hein. Ce n'est pas la production. Il arrive à la production déjà libre. Hein. Qui l'a libéré? Seulement par la production. C'est ce qui s'est produit avant. Cette production, non seulement précède et détermine la production, cette distribution, qu'il appelle sociale, mais Kral l'appelle primaire, hein, cette distribution non seulement précède et détermine la production, mais constitue, sa citation de Marx, un fact pré-économique, tout en enseignant les fonctions économiques aux classes dans la production. David Ricardo, considéré par Marx l'économiste par excellence de la production, considère pour cela même non pas la production, mais la distribution comme la thématique vraie de l'économie moderne. Car la production commence par la distribution des moyens de production et assigne la place et fonction des agents dans la production. Donc maintenant, le problème, ce n'est pas seulement l'appropriation et la distribution des moyens de production, il y a autre chose, mais la logique, c'est la même. Marx, donc, reconnaît que la distribution primaire précède la production et constitue le présupposé. C'est la citation de Marx. Hein. La division politique entre propriétaires et non propriétaires est la condition de la production capitaliste. Mais cette dernière, une fois installée, dit Marx, transforme ses présupposés en ses résultats. Donc Marx, à un certain moment, dit que quand la production s'installe, elle produit elle-même les classes. Et sur ça, il y a un problème. À lire ces pages de Marx, on a l'impression que l'accumulation primitive et les divisions produites par les guerres d'appropriation et d'assujettissement constituent le passé que le capital a définitivement mis derrière lui. Pour Tronti également, Mario Tronti, donc, sous l'emprise de « il faut être absolument moderne » du ouvrier capital, l'accumulation primitive fait partie de ce que Marx appelle la préhistoire du capital, dont il faut, citation de Tronti, avec le courage critique de se débarrasser impitoyablement. Là, je pense qu'il y a un problème. Il ne faut pas se débarrasser de ces trucs parce que ça revient tout le temps. Kral, au contraire, sauf que c'est toujours écrit de cette jeune, elle avait 25 ans, parce qu'après 2 ans, il est mort, le pauvre. Hein. C'était un génie de la philosophie, qu'on a perdu très jeune. Hein. Kral, au contraire, déplace radicalement le point de vue de Marx et de Tronti en disant l'accumulation originaire, l'état de nature, qu'il appelle l'état de nature du capital, est le prototype de la crise capitaliste. Le prototype, ce n'est pas quelque chose de passé, c'est qui va se reproduire chaque fois. Les crises systémiques qui émaillent l'histoire du capital, il faut toujours les comprendre du point de vue politique, comme manifestation de la guerre civile qui est au fondement des relations de pouvoir. Le cycle du capital commence par des guerres et termine avec des guerres. En résumé, c'est mon point de vue, notre point de vue. Ça commence avec des guerres, et là, on est dans une situation où la guerre devrait enclencher un nouveau cycle, comme ils ont fait dans les années 70. Hein. Bon, on verra cette histoire. Les 2 crises hégémoniques de l'impérialisme américain, l'impérialisme existe toujours, hein, l'impérialisme existe. Il s'appelle l'impérialisme des États-Unis. Les 2 crises économiques. Comment? Existe un impérialisme ou 2 impérialismes? Ben, moi, je parle de l'impérialisme des États-Unis. Les autres, on va voir. Hein? On a le temps de la discussion on va discuter. Mais d'abord, l'impérialisme des États-Unis, qui est là depuis un siècle et qui nous casse les pieds depuis un siècle. Et qu'il a fait des guerres partout, hein, et qu'il a fait aussi la guerre civile contre nous en Italie. C'est les États-Unis qui ont commencé à mettre les bombes. Hein. Pas ni les Russes, ni les Chinois. C'est les Américains, putain. Et qui continuent à le faire. Alors, je parle de l'impérialisme des Américains, okay, des États-Unis, non les Américains, des États-Unis. Les 2 crises hégémoniques de l'impérialisme des USA, celle des années 60 et 70 et celle qui se déroule sous nos yeux, constituent 2 formes différentes de l'accumulation primitive, si on accepte les discours de Kral, et moi, on l'assume, et nous on l'assume. Il n'est pas difficile de voir comment, après le débâcle financier de 2008,
l'impérialisme américain enchaîne guerre contre les États, guerre commerciale, guerre des capitaux, guerre des classes pour essayer de sortir de ces multiples impasses. Dans les années 70, là on parle de Trump, mais Nixon était beaucoup plus violent. Hein? Dans les années 70, la reconfiguration des classes et de la propriété que les nouvelles productions fondées sur la finance de la dette requièrent n'a pas émergé de façon immanente à la production fordiste, hein? Mais elle est émergée d'une contre-révolution qui a développé des niveaux de violence différents au nord et au sud. C'est-à-dire, les fascistes en Amérique latine, où ils pouvaient, et la défaite politique qu'on a subie. C'était 10 ans de guerre politique pour battre les classes fordistes et pour construire de nouvelles classes. Donc là, ces réformes, chaque fois, cette histoire de l'accumulation primitive, hein, elle revient toujours. Hein. La production fordiste ne pouvait plus reproduire ses propres divisions, mais ce n'était pas elle qui pouvait organiser le passage du néolibéralisme. Hein. Entre les deux, une discontinuité se creuse et une accumulation primitive inédite doit forcément intervenir pour que cela soit possible. C'est à l'intérieur de cette contre-révolution violente que la révolution mondiale et avec elle les mouvements politiques italiens ont été défaits militairement et politiquement. Voilà. On pourrait interpréter les passages de Toni par Spinoza comme une tentative désespérée c'est moi qui le dis, hein, de sauver la révolution de sa défaite historique. Tentative très problématique, car toujours selon Krall, qui avait des intuitions très particulières. Hein. Chez Marx, pour Krall, chez Marx, la théorie de la société, depuis le début, dépasse les implications ontologiques du point de vue de la production pratique, de l'objectivité, et ces implications même deviennent des critiques de l'ontologie. Donc pour Krall, Marx, le marxisme élimine l'ontologie. Tony et Michael disent différemment, mais voilà, on va discuter. D'autant plus que chez Lénine, Mao et Ho Chi Minh, il n'y a aucune problématique ontologique, mais une série de grandes inventions stratégiques. C'est-à-dire, la stratégie, c'est le problème, pas l'ontologie. C'est que Foucault a poursuivi donc la stratégie une grande partie de sa vie, mais qu'il a été largement incapable de conceptualiser et a fortiori de pratiquer. Tony prétend résoudre la contradiction marxienne entre la production et la lutte des classes, mise en lumière par Krall, à travers l'ontologie spinoziste, qui à ses yeux réussit à tenir ensemble la production et les politiques d'une manière profondément nouvelle. Toute une série de problèmes ontologiques sont résolus par l'installation d'un double régime, ontologique et historique. L'accumulation des êtres, de l'être, se fait à niveau ontologique, de façon à ce qu'il y ait progression, intensification, mutation, malgré les défaites que la multitude subit au niveau historico-politique. Derrière la défaite historico-politique, une métamorphose ontologique est en cours, selon Tony et Michael. La production d'un nouvel être et de nouvelles subjectivités se fabrique sans cesse, car la production de l'être est intarissable. Rien ne peut nous faire revenir en arrière. Le travail sur Spinoza, dit Tony, c'est une citation de Tony, c'était une tentative de dire, d'accord, nous avons été vaincus, mais nous sommes toujours là. L'ontologie nous permet de produire de l'éthique. Donc on est passé, là on passe d'une révolution politique à une révolution éthique. C'est un passage remarquable, hein, il faut la discuter. Et ce tournant éthico-politique est partagé par Foucault, Deleuze-Guattari, dont pratiquement le seul problème, ça va être celui de la production de subjectivité, de formes de vie et de nouvelles possibilités de vie déconnectées de la révolution macropolitique. Donc il y a une espèce de déconnexion de la révolution éthique et de la révolution macropolitique. L'ontologie spinoziste autorise une nouvelle définition du politique comme un pouvoir constituant, très éloigné de la conception dialectique qu'on trouve chez Marx et les marxistes révolutionnaires du XXe siècle. Ce n'est pas la même chose. Hein. C'est le pouvoir constituant, expression de la puissance de la multitude, qui transfère les politiques sur le terrain de l'ontologie. Donc les politiques est subordonné à l'ontologie. En renversant le point de vue des constitutionnalistes, mais même des révolutionnaires, pour lesquels le pouvoir constituant, bien après une rupture radicale, se développe à l'intérieur d'un état d'exception, s'instaure après que la guerre civile a désigné les vainqueurs et des vaincus,
Le pouvoir constituant, en compte de ça, vient avant. Il est la définition même du politique. Donc, il est avant, parce que la révolution a déjà eu lieu. Au lieu d'un rapport stratégique entre classes, la multitude contient en elle-même les rapports de l'un et de la multiplicité qui s'expriment dans l'expansivité sans limite de l'être. Elle se libère continuellement des obstacles posés des contraintes extérieures. Le négatif, qui n'a pas d'existence ontologique, est cantonné dans l'action du pouvoir, incapable de produire un nouvel être, prérogative réservée à la multitude. Tony semble identifier une puissance acquise dans la contingence d'un rapport politique entre classes, toujours à la merci des hasards de l'affrontement, consolidé historiquement par les révolutions et luttes de classe avec l'ontologie. Tout au long du XXe siècle, le prolétariat semble avoir renversé les rapports de subordination auxquels il est signé par le dualisme de la guerre des classes. La valorisation du capital est concurrencée par l'autovalorisation du prolétariat mondial qui cumule salaire, welfare, révolution victorieuse et semble se séparer du capital pour se déployer de manière autonome. Tony et Michael théorisent la multitude au moment même où ce processus révolutionnaire est d'abord stoppé et ensuite lourdement défait par la contre-révolution. Nous, on est un résultat de cette défaite. La traduction, donc je laisse tomber ça, sinon on ne reviendra pas. Si le passage par le spinozisme est très problématique pour moi, car le prolétariat qui sort de la défaite des années 70 est d'une impuissance rarement constatée dans l'histoire du capitalisme, nous pensons que dans la toute dernière partie de son travail, Tony a esquissé un retour au dualisme, aux classes et à la dialectique, qu'il faut continuer impérativement à interroger et à développer. Le rapport entre Tony, à la fin de sa vie, a reposé le problème du rapport entre multiplicité et dualisme. Sur ça, il faut se concentrer. Pagina. Va bene? Le spinozisme politique est construit sur la position en multiplicité, tandis que la multiplicité dans le capitalisme est toujours prise dans le dualisme politique, c'est-à-dire dans la dialectique non hegelienne des classes contre classes. C'est en assumant cette dialectique et en la pratiquant que l'ennemi depuis 68 ne cesse de vaincre. C'est parce qu'ils ont ce point de vue dialectique que le pouvoir gagne. Dialectique dans le sens de fondement de classe. Les politiques spinozistes ne renvoient pas au dualisme de la classe et de la lutte des classes, ni aux relations schmittiennes amis-ennemis, qui fait de la guerre une possibilité toujours possible du politique. Il se pose comme une critique radicale de toute dialectique. Mais à la fin de sa vie, Tony, ayant constaté les difficultés politiques de la multitude pour s'organiser en processus constituant, cherche de définir une nouvelle dialectique. La multitude, maintenant, n'est plus le tout positif qui croit sur lui-même en expulsant tout ce qui le contrarie, mais elle est plutôt chaos. Multiplicité qui, pour se constituer, doit passer par la classe. Chose sur laquelle je suis d'accord, il faut les passer par la classe. La critique, pour pouvoir s'exprimer, nécessite un contexte dialectique, dit Tony dans un interview, et retrouver un réalisme politique perdu, affirme Tony dans un de ses dernières interviews. La dialectique de l'un se divise en deux, des révolutionnaires du XXe siècle, comme la dialectique de l'ami et de l'ennemi, Schmitt, comme la dialectique de la guerre civile chez Koselleck, non pas pour moteur la contradiction, ce n'est pas une dialectique de la contradiction, mais le conflit, la guerre et la stratégie des différentes classes en vie. Les négatifs existent bel et bien, malheureusement ils existent, puisque chaque nouvelle phase de l'accumulation capitaliste passe par lui, de même que les projets politiques du prolétariat passe par la volonté de la destruction du rapport social du capital. À défaut de ça, difficile de ne pas penser que l'accumulation des défaites, de la puissance et de la dépression vont se poursuivre. La dialectique de la lutte des classes se divise par la synthèse des contraires, leur réconciliation. Elle n'est pas animée par la négation de la négation. C'est toute une autre histoire. Mao le synthétise très bien. Les armées avancent et nous les dévorions. Nous les mangeons morceau par morceau. C'est ça la synthèse maoïste. On bat l'ennemi de classe. C'est tout. Le prolétariat ne contredit pas le capital. On ne rentre pas dans un rapport de contradiction, mais dans un rapport de guerre avec l'ennemi. C'est tout à fait différent.
l'État veut détruire aussi bien. Voilà. La contradiction est un concept structurel, la stratégie est un point de vue subjectif. La dialectique de la guerre civile est animée aujourd'hui par la stratégie de Trump, qui a créé des possibilités qui n'existaient tout simplement pas auparavant, en ouvrant une période chargée de kairos, d'opportunités à saisir. C'est le moment léniniste. Je sais que les gens n'entendent pas ça, mais moi je le dis quand même. Hein. C'est la reproposition d'un moment léniniste possible, avec des situations complètement différentes de celle de Lénine, hein. Mais c'est un moment léniniste. Intervenir sur ces possibles, l'effondrement du capitalisme, de la financiarisation, de la mondialisation, c'est orienter en fonction du but recherché la modification des rapports de force, désormais un mouvement continu. C'est ainsi que raisonnaient les révolutionnaires de la première moitié du XXe siècle. Hein. L'éclatement des contradictions capitalistes n'était que la condition nécessaire, mais pas suffisante, de l'action révolutionnaire, dont le succès n'était garanti par aucune philosophie de l'histoire, par aucune Aufhebung, mais par la stratégie politico-militaire et une lutte acharnée. Le capitalisme a profondément changé, mais il provoque toujours cette accélération du conflit ami-ennemi qui, comme suggérait Tony dans les années 70, retrouve son chemin qui décide de la guerre. Et on est toujours là, malheureusement c'est comme ça, je ne peux rien faire. Hein. Il est très difficile de définir le capitalisme comme un mode de production, comme l'a fait Marx, car l'économie, la guerre, la politique, l'État, la technologie agissent ensemble. Non seulement l'accumulation primitive se répète, mais depuis l'avènement de l'impérialisme, qui existe, dans les marchés mondiaux, la production et la guerre coexistent comme nous l'a appris Rosa Luxemburg. Citation de Rosa Luxemburg, sur laquelle j'ai fini. Ici, les méthodes employées donc dans les marchés mondiaux sont la politique coloniale, les systèmes de prêts internationaux, la politique des sphères d'intérêt et la guerre. La violence, la tromperie, l'oppression, la prédation se développent ouvertement, sans masque, et il est difficile de reconnaître les lois strictes du processus économique dans l'entrelacement de la violence économique et de la brutalité politique. C'est ça le capitalisme, hein, pas autre chose encore aujourd'hui. Difficile de ne pas voir ce qui se passe en ce moment. La guerre n'est pas une continuation de la politique, elle coexiste avec la politique et avec la production. Merci. Alors, il y a de la matière à discussion, il me semble. Mais avant ça, donc, je vais donner la parole à Raúl Sanchez Cedillo. Le titre de sa présentation est « Le communisme et la guerre dans la pensée d'Antonio Negri ». Et Raúl est militant, essayiste à Madrid, beaucoup de monde, je le connais, je crois, ici, et qui, depuis les années 90, pense et agit toujours en dialogue et complicité avec les projets portés par Tony et d'autres camarades. Et il a récemment publié L'absolu de la démocratie, et puis, c'est le titre en espagnol, mais je traduis en français, Cette guerre ne s'arrête pas en Ukraine. À toi la parole. On va chercher toujours à tenir les 20 minutes pour avoir un temps de discussion. Ah oui. Voilà. On va chercher toujours à tenir les 20 minutes pour Ah oui. avoir un temps de discussion. Ah oui. Je vais essayer. Merci pour le moment parce que je crois que c'est un moment de joie d'être ici tous ensemble pour bien sûr rappeler Tony et faire encore vivre Tony, non, avec cette discussion. La question, la guerre est fondamentale dans Tony. C'est pas une anecdote, c'est pas une question, disons, accidentelle. Et pour des raisons biographiques, pour des raisons politiques, pour des raisons philosophiques. Les raisons biographiques ont été mentionnées, non, ce matin, mais si vous me permettez, je vais lire des fragments qui sont très, très beaux de Tony sur cette question. L'enfance de Tony a été marquée par la guerre. Francesco vient de le dire. Du fait de la tragédie de la Seconde Guerre mondiale.
Donc il y a un moment philosophique, mais aussi subjectif, on dirait avec Félix pathique, non, de l'expérience de la guerre qui, je crois, fait les fondements de son pensée politique. Mais si vous me permettez, je vous lis quelques citations. Dans l'histoire d'un communiste, en parlant de cette période de l'invasion nazie à Padoue, etc., j'étais un garçon trop jeune à qui la mort avait déjà apporté trop de problèmes. La conversion de l'expérience de la guerre en deuil familial est immédiatement après la convergence de la misère, du déplacement, de la désorientation et encore plus de morts. Ces traductions sont linéaires et donc d'autant plus vivantes qu'elles sont plus atroces. L'esprit est paralysé par la peur. Ce n'est pas l'image, mais la réalité de la violence qui est la coutume à laquelle il faut se soumettre. Si vous ne le faites pas, c'est parce que vous sentez que la tristesse et la maladie pourraient vous entraîner dans cette sorte de laisser-faire silencieux, produit par le désespoir qui façonne les visages les plus chers. Toute ma vie, j'ai étudié les raisons pour lesquelles nous nous faisons la guerre et nous nous massacrons les uns les autres. C'est ce qu'on demande aux philosophes de la politique. Pourtant, je n'ai jamais réussi à les comprendre. La guerre, même la plus organisée, représente toujours un état dans lequel ce n'est pas seulement la loi du plus fort, mais aussi la simple manifestation de la violence qui règne en maître, un état de nature. Oui, donc, il y a ces fondements de la guerre. Mais je crois qu'il faut revenir aussi à une période qui a été évoquée par Francesco et d'autres. C'est la période, aussi par Eric dans les commentaires d'hier, c'est la période des années d'hiver. C'est la période soit de la défaite politique, mais aussi de la période de la dernière guerre froide. Non? C'est-à-dire c'est la période où la réflexion de Toni dans Macchina Tempo, Fabbriche del Soggetto, porte justement sur la définition ontologique de cette situation. Donc, sur les rapports entre contingence et qu'est-ce que la contingence? C'est la démonstration par le seul pouvoir nucléaire. Hein? Il faut se rappeler pour le plus vieux et faire savoir aux plus jeunes qu'il y avait la crise sur le missile. Ça risquait vraiment l'affrontement, le dernier affrontement. Donc, il y avait aussi la terreur nucléaire, même si c'est écrit avant Tchernobyl, hein, qui était définitivement une démonstration de cette dimension. Donc, ce rapport entre contingence et terreur est fondamental, du point de vue soit de la dimension du commandement, mais aussi, paradoxalement, parce que la démonstration de la terreur, du fait que l'être peut être détruit, paradoxalement démontre la capacité de constituer radicalement le monde. Ça, c'est une refondation immanente absolument de la théorie de la guerre. Et voilà, mais Toni n'est pas du tout un pacifiste. et je crois que c'est une question qui se fonde dans cette période-là. Je voudrais aussi vous lire quelques citations qui démontrent, à mon avis, cette question. Il faut se rappeler, bien sûr, on a évoqué hier le Verità Noma, le nouveau espace de liberté, ou la question de la paix, non? La question du mouvement pacifiste, par exemple en Espagne, était assez fort, en Allemagne, etc. Mais il y a aussi, bien sûr, une critique de ce pacifisme. Pourquoi? Parce que, je vous lis, c'est une citation de Macchina Tempo, mais l'état d'exception est en général l'état de guerre. La réalisation de l'analytique, parce que c'est l'analytique capitaliste à partir du thème kantien qui Toni utilise, non, pour poser la question d'une esthétique transcendantale du corps, donc d'une refondation de la raison commune à partir de l'expérience de la terreur et de la contingence. Non?
ce jeu, non? On dirait de Lucien, non? De faire un fils à l'autre philosophe. À l'insu de son plein gré. Voilà, la question de la Kantien, non? De tous les trois critiques, non? Mais l'état d'exception est en général l'état de guerre. La réalisation de l'analytique capitaliste en argent, en valeur, en nomenclature et sa traduction ontologique ont lieu dans la crise qui provoque en elle-même la constitution collective de la parcise par la subsomption réelle. Or, l'analytique, lorsqu'elle se reconnaît dans la crise, produit la guerre. Les temps soumis au pouvoir, au commandement, oscillent du point de vue capitaliste entre l'horloge et la guerre, entre la normalité et l'exception, entre la passivité et la terreur. La plus-value absolue, en tant que masse de temps social sous les commandements, dans les cadres de l'exploitation sociale, est susceptible de devenir terreur, dans la mesure où l'accumulation capitaliste ne constitue plus un rapport, mais l'organisation d'une séparation. Dans ces contextes, le temps de l'horloge devient le temps zéro, une tendance vers le temps zéro de la terreur. Voilà. Sous une forme contractuelle comme chez Hobbes, mythique comme chez Rousseau, dialectiquement comme chez Hegel, la paix résout l'état de guerre qui naît de la multiplicité des intérêts et du travail. Mais les concepts de paix et celui de guerre sont-ils vraiment deux concepts opposés, de sorte que la paix puisse être considérée comme une alternative et une solution à la guerre? Il ne me semble pas que cette relation puisse exister. Dans la traduction des classiques du matérialisme, je ne lis pas la paix comme l'opposé et la solution à la guerre. Je lis plutôt la vie. La paix ne me semble donc pas être la résolution de la guerre, mais seulement une valeur mystifiée par les vainqueurs. Si la guerre est violence et destruction de la vie, le paradoxe de la paix, manifesté par le fait que le pouvoir l'a prise comme fondement et comme fin, est que pour être efficace, elle sanctionne la guerre. Le fondement de l'État, c'est la paix, au sens où la paix est la victoire, la perpétuation légitimée, transformée en simulacre de la victoire. Non? Donc, il se pose la question de comment agir dans cette ontologie de la guerre, qui en même temps est un conflit pas entre classes, mais entre les capitales, qui devient terreur, qui devient guerre, et pas la paix, mais la vie. La vie en tant que pouvoir constituant, comme on l'a défini, à partir de ce rapport entre contingence, terreur et donc capacité radicale, immanente de construire le monde. Donc la guerre est un fondement dans le capitalisme ou dans les formations du pouvoir. Ce n'est pas un polémos héraclitien. C'est une condition dans laquelle, transcendentalement, ou dans la mesure où on est dans le capitalisme, il faut accepter, non? Et donc, comment agir dans ce thème que Tony pose dans les années 80? Dans les années 80, oui. Comment agir dans cette dimension? Je crois qu'il y a une réflexion qui met en rapport d'un côté la défaite du mouvement en Italie, donc dans les livres Le communisme et la guerre, et donc comment agir contre le militarisme et poser la question de la négociation, qui est d'ailleurs le thème de Do You Remember Revolution, hein, de ce texte, la médiation dans la guerre, hein, et en même temps la question de comment agir, comment faire la guerre sans faire la guerre, comment utiliser les machines de guerre sans entrer dans une dimension de militarisation ou de guerre civile. Et c'est pas, Maurizio, c'est une question qui est vraiment une critique de Lénine, à mon avis, parce que Lénine dit qu'il faut transformer dans cette situation, qu'est-ce que dirait Lénine ici? Il faut transformer cette situation de guerre interimpérialiste dans guerre civile planétaire. Donc je crois qu'il y a ici... Qui a lieu.
il y a bien sûr une critique de ces Lénines-là. C'est pour ça qu'il faut repenser ces léninismes-là. À partir du fait que la guerre civile... Après, oui. Donc, il se pose dans la question de la transition dans la guerre vers les pouvoirs constituants, vers la révolution, la question de la... je ne sais pas comment on traduit ça en français, mais la natura patrizia de la norme. Donc la convention... La nature folle, non? Patrizia. Conventionnelle. La nature pathique de pacte, c'est un pacte. C'est la nature conventionnelle de la... Ou conventionnelle de la guerre. Hein? Donc, je vous lis. La définition politique de la classe passe par la reprise des contenus de la rébellion contre l'émergence, avec l'émergence du nouveau sujet productif. Dans la conduite de la guerre, elle a l'essence réaliste de constituer des horizons de coexistence non mystifiés. Non pas la négation de la guerre, mais la construction réaliste des machines de guerre au sein desquelles la guerre est réglée. Les pouvoirs sont distribués non par la domination de la généralité, mais par le fonctionnement des particularités. Affirmer la réalité indiscutable de la guerre comme seule construction réaliste de la condition humaine, c'est à la fois détruire la mystification juridique et assumer un projet constitutionnel de libération. C'est donc seulement sur la base du contre-pouvoir exprimé qu'il est possible de retrouver une perspective critique et communiste sur la coexistence. Là, il y a la guerre. Nous voulons la paix, nous voulons le communisme. Paix et communisme peut être conquis ensemble. Il ne semble pas non plus y avoir d'alternative à les conquérir séparément. Je veux dire que le communisme et la paix ne peuvent donc être vaincus ensemble qu'en critiquant radicalement les droits, en montrant sa nature mystifiée et sa subjectivité abstraite, autoritaire, fasciste. Et donc, il y a la question du fascisme, bien sûr, qui se pose. Il y a un texte qui a été envoyé à un congrès de juges pendant que Tony était en prison et qui était destiné à être publié dans Critica di Diritto, non? Et qui s'appelle, où Tony dit que l'état de droit en Italie, dans les années, c'est le fascisme. Donc, et cette définition du fascisme, parce qu'on a parlé du fascisme, Eric a évoqué la question, bien sûr, dans la troisième partie de non traduite ni en espagnol ni en français de Historia d'un comunista, il y a la question, Tony, comme vous avez aimé pas vraiment trop la thématique antifasciste. Hein? Mais il a dû reconnaître que la question était là. Mais était là aussi dans les années 80. Donc, dans ce texte, il dit « Par démocratie, j'entends ces régimes politiques constitutionnels, qu'ils soient libéraux ou socialistes, dans lesquels les pouvoirs consistent structurellement dans les rapports entre le développement capitaliste et le développement de lutte ouvrière. Par fascisme, j'entends en première approximation l'enregistrement de la rupture du rapport entre le cycle de lutte ouvrière et prolétarienne et le cycle du développement capitaliste. Et donc, l'institutionnalisation, politisation, étatisation de la rupture du point de vue du capital. Voilà. Donc, je crois que pour revenir aujourd'hui, non? Je crois qu'il y a des thèmes que Tony a posés qui sont actuels maintenant. Qui sont actuels, mais il faut maintenant se demander quel type de guerre et quel type de paix, quel type de situation, de no future, parce que c'est un des mots que Tony utilise dans Fabbrica il Soggetto, non? Et je crois, je passe à vous lire un texte sur ma propre réflexion.
je crois que, bien sûr, nous vivons dans un régime de guerre. On va définir qu'est-ce que le régime de guerre. Mais le régime de guerre, c'est une réponse, c'est une réponse à ce que j'appelle les chaos écosystémiques. Non? Le chaos systémique a pas mal de déterminations, donc c'est hyper complexe, c'est un système chaotique, pas chaotique dans le sens statistique, thermodynamique de la question. Donc c'est un problème de la non-computabilité du point de vue de l'agence, soit du pouvoir, soit de l'antagonisme de ce qui se passe, non? Dans la capacité d'aller en certitude, etc. Et dans le rôle que Maurizio aime beaucoup, le rôle de la croyance, non? Dans tout ça comme épistémologie. La guerre, à mon avis, pas seulement la guerre en Ukraine, mais la situation dans laquelle nous vivons depuis en Europe, je veux dire, dans l'Occident depuis 2022, à mon avis, c'est les tipping points, on dirait, les tournants du capitalocène. Donc, il faut avoir une perspective, bien sûr, du capitalocène, c'est-à-dire des effets écosystémiques que la guerre, justement, dont Maurizio a parlé, c'est-à-dire la conquête, le génocide, la carbonisation généralisée, les rôles de l'énergie et les rapports de pouvoir, etc., les patriarcats, etc., hein, on produit. Je crois qu'on est là. C'est un thème que, bien sûr, Tony n'a pas traité, parce que, bien sûr, cette dimension écosystémique est absolument fondamentale et redéfinir radicalement la dimension de comment agir dans la guerre. Le temps, mon temps. Je dirais encore 5 minutes. Ah, 5 minutes voilà. Tu vois vous êtes un couple, non? Non, c'est un trio, là. Ah, c'est le trio. Voilà. Bon, donc je passe avec le temps qui me reste d'essayer de définir le régime de guerre dans ces contextes-là. Donc pour moi, le régime de guerre, ça serait la première et la plus importante chose à noter, c'est que le régime de guerre n'est pas une situation, un moment, un épisode des relations internationales, mais plutôt une tendance, un processus et une décision du capitalisme mondial. D'une part, le régime de guerre que nous vivons est un acte politique, les produits d'un réseau de décisions et non une fatale coïncidence. États, entreprises, organisations militaires et financières, groupes de réflexion et médias, ce sont les cercles dans lesquels se forment ces types de décisions. Les décisions reposent sur un diagnostic. Les puissances capitalistes sont les premières à reconnaître que nous sommes entrés dans une période de chaos écosystémique où les conflits hégémoniques combinés aux effets du capitalisme sur les écosystèmes de la biosphère produisent des interactions absolument imprévisibles et violentes. Le capitalisme, la guerre et le climat constituent une formule mortelle. Mais les chaos, les chocs et la catastrophe n'ont jamais été un obstacle pour les puissances capitalistes et coloniales. Bien le contraire. Le régime de guerre est donc une tentative de sélectionner dans les chaos les effets catastrophiques les plus favorables à sa reproduction. La propagation de la peur et de la panique à travers les médias et les systèmes de plateforme, ainsi que la collaboration obéissant des fausses positions du centre-gauche mondial, font le reste. En ce sens-là, le régime de guerre est aussi un régime psychique, un gouvernement des affections, des émotions et des émotions. Mais aussi, le régime de guerre, c'est l'introduction du schéma ami-ennemi dans les actions gouvernementales en matière d'affaires étrangères et de politique intérieure. C'est-à-dire que le régime de guerre s'applique au rapport entre les partis et les forces politiques, entre le gouvernement et les luttes politiques et sociales, dans la sphère publique des médias et des réseaux sociaux et dans la pratique réelle de la liberté d'expression et des manifestations. Qu'est-ce que signifie introduire un système ami-ennemi dans les actions d'un gouvernement constitutionnel?
Cela signifie tout d'abord la production et la diffusion efficace d'un récit dans lequel l'ennemi est blâmé de l'aggravation des crises et ses effets. L'ennemi est tenu responsable des mesures impopulaires qui ont dû être adoptées, qu'il s'agit d'un pacte de revenus ou de moratoires sur l'abandon des énergies fossiles, d'une augmentation des budgets militaires, etc., etc. On gouverne pour la guerre, et la guerre, c'est des modes de gouvernement, de gouvernance de guerre. Il s'agit d'une tendance globale dont les origines se perdent dans les brumes de la paix armée de la guerre froide qui, comme on le sait, n'était froide que pour les pays de l'OTAN et du pacte de Varsovie et les dictatures d'Espagne et du Portugal, puisqu'elle a déplacé la confrontation vers le reste du monde. Mais cette tendance est une abstraction spécifique issue de la recherche qui nous aide à comprendre des situations concrètes, mais qui n'enregistre pas les sauts des paradoxes ou des tournants. Et dans l'histoire récente, nous avons assisté au tournant majeur de la guerre contre le terrorisme lancée par l'administration Bush après le 11 septembre 2001. Peu après, l'invasion et la destruction de l'Irak en 2003 ont ouvert la voie au rail de train inexorable de la guerre écosystémique dans laquelle nous vivons. Cependant, et surtout si l'on pense aux démocraties européennes et au sous-système de l'Union européenne, les années entre l'Euromaïdan et l'invasion russe de l'Ukraine en 2002 sont les laboratoires de l'émergence du régime de guerre comme vecteur organisateur prédominant dans les sous-ensembles atlantiques et par conséquent sur toute la planète. J'ai fini parce qu'il n'y a pas du temps. J'espère qu'on va le faire dans la discussion. Je pense que dans la discussion, tu pourras continuer. Oui. Oh, merci. Ouais. Merci beaucoup. La discussion donc est ouverte. Je crois qu'il y a beaucoup de matière. Donc, comme je me suis tourné vers Michael, je donne la parole à Michael. On va faire les tours. Moi, je voudrais développer avec Maurice sur Oui. Sur la question de l'impérialisme des États-Unis. Et peut-être je suis complètement d'accord, mais je vais voir si parce que la terminologie, ça n'importe pas. Mais je pense qu'il y a des conséquences politiques de clarifier, même avec la question de la guerre. Donc, moi je dirais que, bien sûr, on a des guerres impérialistes des États-Unis, mais aujourd'hui, plus en plus, sans hégémonie. Dans le sens que, bien sûr, dans la deuxième moitié du XXe siècle, l'impérialisme américain impliquait toujours une hégémonie de soft power, de consensus, comme ça. Maintenant, je pense que ça c'est plus valable. Bon, il y a deux côtés de ce. Peut-être la première côté n'est pas si important, mais c'est remarquable que les États-Unis sont plus capables à vaincre les guerres, les ennemis. Donc, ils sont que des défaites, que depuis Vietnam, ils sont très capables de la destruction en Irak, Afghanistan, etc. Mais ils sont des défaites. Donc c'est un peu remarquable qu'il y a les forces militaires les plus puissantes du monde qui ne sont pas capables de faire que de la destruction. Donc l'autre côté qui peut-être c'est plus important que qu'ils sont plus capables, comme je disais, de générer l'hégémonie. Donc la violence, la guerre était toujours fait avec cette soft power qui allait ensemble. Et peut-être on peut dire que Biden, dans ces 4 années, il avait le désir de refaire l'impérialisme américain comme il était, de générer cette position des États-Unis qui était force de la démocratie et je ne sais pas. Trump, si on peut dire de l'intelligence de Trump, peut-être,
il faut trouver un autre mot, mais bon, il est reconnu que Oui, bien sûr. ça sert à rien. Aujourd'hui, ils ne sont pas capables de générer l'hégémonie, et donc il ne faut pas payer pour toutes les choses, la radio, liberté, toutes les choses pour de la monnaie pour l'agriculture dans le tiers-monde, etc. Donc, il ne paie pas les choses parce qu'il reconnaît que c'est fini. C'est fini ce projet d'hégémonie. Et peut-être, bon, c'est un peu trop loin, mais dans Israël, c'est peut-être plus extrême. Toujours, depuis le Nakba, c'était de la violence, bien sûr. Mais il y avait, jusqu'au récemment, l'argument de morale avec le choix qu'il était un élément dans cette violence. Et maintenant, avec Netanyahu, peut-être il a bien compris, l'argument moral, ça ne sert à rien pour eux. Et donc, ce que je voulais dire, et c'est peut-être ce que tu penses, Oui, bien sûr. Je suis d'accord. Ok. Il y a maintenant, mais je pense que il faut une stratégie différente avec une guerre sans hégémonie. Donc une violence, des opérations militaires, même des opérations économiques avec les DATS, comment ça s'appelle en français, les DATS, les tarifs, la guerre des tarifs, comme ça, avec que de la peur, de menaces, chantage, mais pas avec, même pas un effort d'hégémonie. Donc, je pense que c'est ça la guerre, parce que ça, c'était pas toujours la guerre. C'est ça la guerre d'aujourd'hui. Peut-être il y a des conséquences politiques qui tout titre. Donc, si tu es complètement d'accord, peut-être il n'y a pas. Non, je suis d'accord, seulement le problème. Ok, on va va pas, parce ok. que- Non, mais on va discuter. Moi, dès que j'ai l'autorisation, je répondrai. Non, parce qu'autrement, on C'est va pas faire les réponses, à d'ailleurs. deux. Oui, oui. On prend quelques autres questions. Allez-y. Libéraux. Campagne libéraux. Non, Louis prima. Vas-y. Merci beaucoup pour vos interventions, très riches, cette discussion que vous avez portée. Aussi paradoxal qu'il puisse sembler, je ne vois pas très bien, donc c'est ça ma question en fait, mais je le dis un peu de façon ironique aussi, la cible polémique d'une certaine manière, qui est là à partir du moment où on réintroduit dans la discussion un thème si central comme celui de la guerre aujourd'hui. Par là, je vais dire deux ou trois choses très brièvement parce qu'on n'a pas le temps. Premièrement, l'accumulation primitive chez Marx, mais dans un tas de discussions, je pourrais citer Sandro ici, ce n'est pas, comment dire, la préhistoire du capital. L'accumulation primitive, c'est d'un point de vue logique, déjà chez Marx, ce qui doit se répéter constamment. C'est à la base de la production, de la reproduction du capitalisme. Et donc, même si on prend par exemple une auteure comme Silvia Federici, lorsqu'elle reproche à Marx de ne pas avoir vu la fonction des femmes dans l'accumulation du capital, eh bien là aussi l'importance de cette recherche repose bien en ceci, qu'elle montre que le capitalisme ne cesse pas de déterminer et de produire une forme de marginalisation qui est productrice pour le capitalisme. Deuxième point, Michel Foucault. Mais qu'est-ce qu'on fait avec théorie, institution pénale et la société punitive, ou la question de la guerre civile? Mais Foucault le dit de façon vraiment très très nette. C'est la guerre des riches contre les pauvres. Alors, c'est une catégorie absolument cruciale chez Michel Foucault, et c'est la catégorie que Foucault met en avant dans le moment où il montre qu'il n'y aurait pas de capitalisme sans séquestration de la vie. Et ce processus aussi doit constamment se répéter. Troisième point, c'était déjà lui Althusser qui mettait en garde. Quand il disait, effectivement, remarquez bien que ce détour, je le mets entre guillemets, par Spinoza pour des marxistes, ça pose des problèmes, ça pose des risques. Parce que chez Spinoza, on trouve une catégorie qui est évacuée et qui était au centre de toute la théorie marxiste, et c'est la dimension de la négativité et donc de l'antagonisme.
Je pense que ce problème était le défi, était effectivement l'issue aussi, l'enjeu majeur de toute la réflexion de Tony Negri. Quand tu disais que moi, hier, j'ai cité en fait ce passage de Grundrisse sur le Nicht-Kapital. Bon, là, le passage, effectivement, est très important parce qu'il montre, et c'est ça le passage de Tony, comme tout le monde le sait évidemment, que ce Nicht-Kapital est aussi puissance. Mais puissance qui doit être gérée par le capital. Et je pense, mais j'ai conclu avec ça pour vraiment des temps. Je pense que le problème de la guerre, si l'objection qui peut m'être adressée maintenant, le Foucault de la fin des années 70 va évoquer aussi la catégorie de la guerre, bien, il va l'évacuer d'une certaine manière parce qu'il va renverser la dimension du négatif en posant le problème que toi tu as posé dans ton livre, qui est le problème comment gouverner l'ingouvernable. I think it was first. Well, yes, I can go It's first. been raising his hand for a long time. Ok. Donc, la question, c'est vraiment très ponctuelle. Et je pense que dans la perception, surtout de Maurice, il y a, et ça c'est une question première, s'il y a en fait un pari, pas pour une question ontologique et pas pour une question même philosophique, mais pour une question nettement stratégique. Il y a une sorte d'urgence, je pense, je perçois, d'une pensée, d'aller pour une pensée stratégique, dans ce sens, comment dire, on témoigne beaucoup de défaites, surtout dans les mouvements contemporains. Pour moi, la question de l'Amérique latine après 2019, c'est vital. On connaît bien pourquoi ça a explosé à Chili, on connaît bien les débuts de 2000 en Argentine, mais après Milei et après la constituante de Chili ne fonctionne pas, mais on n'explore pas vraiment là. Donc, il y a beaucoup de forces, mais c'est toujours dans les résistances, autodéfense. Et je pense que c'est mon question, c'est cette pensée stratégique, ou peut-être cette pari pour une pensée stratégique, doit instrumentaliser la force, pas uniquement comme résistance, mais mobiliser les peurs, les haines, et ce type de choses pour être stratégique dans les contextes de résistance. Et dans ce sens, mon deuxième question est si précisément comment dire, la capacité de mettre en conscience l'intersectionnalité de notre lutte, elle n'était pas suffisante. Parce que d'un autre côté, en fait, le capitalisme a la capacité de gérer la multiplicité, mais imposer un dualisme. Et j'ai dit toujours le cas de Milei en Davos, des discours inauguraux, c'était un dualisme de lutte de classe descendante. C'est la lutte de classe qui dit nous sommes les héros qui produisent, vous êtes vraiment des phénomènes, ça c'est une déclaration de lutte de classe. Donc si le capitalisme vraiment possède cette capacité de gérer la multiplicité, mais attaquer comme un dualisme, et de notre côté, si ça manque, précisément. Et finalement, un petit commentaire par rapport à l'intervention de Michael Hart. C'est vrai qu'il y a un soft power et tout ça, et c'est vrai que maintenant ça pourrait être une discussion, mais je pense que l'hégémonie fondamentée dans la guerre fasciste, c'est très clair. Après la brutalité dictatoriale du plan Condé dans toute l'Amérique du Sud, l'impérialisme imposé de manière brutale, c'est la monnaie, c'est le dollar en fait. Et en Amérique du Sud, on expérience ça pas uniquement comme Moussaïd, hégémonie soft, c'est vraiment très dur. Ils sont les deux ensemble. Ils sont les deux ensemble. Oui, mais le protagonisme de l'impérialisme monétaire, tous les pays où nous vient, les mécanismes de dette précisément, c'est vraiment brutal dans ce sens. Et par rapport à la question de Foucault qui a été commentée, au fait, si j'avais un petit commentaire et je parlerai, et il y a dans la vision foucauldienne de la gestion des comportements, des actions, il y a le problème peut-être de l'essence de manquer ça qu'en Guattari, c'est l'asservissement machinique précisément. Et ce côté machinique qui mobilise la question pré-sujet. Et le problème c'est que du côté gauche, on sent toujours dans une subjectivation des côtés assujettissement social, mais ces côtés machiniques, je pense en Foucault, ce n'est pas vraiment traité. Pardon. Oh, oui, je remercie tous, évidemment. Je dirais que je suis par exemple totalement d'accord avec Maurice, même si j'utiliserais des termes un peu différents, par exemple, termes de distribution. Ah oui, excuse-moi. Par exemple, à mon avis, il est mal utilisé parce qu'il
donne comment dirais-je, il est équivoque, on ne sait pas de quoi on parle. Non, mais c'est pas moi qui utilise, c'est Kral. Non, oui, je sais. Bon, enfin, il ne faut pas le prendre littéralement. Non, mais je connais Kral, effectivement. Donc, je suis totalement d'accord, évidemment, avec le fait que l'accumulation primitive n'est pas une phase de l'histoire du monde. L'accumulation primitive, c'est une figure chaque fois que le capitalisme a besoin d'une nouvelle force de travail. C'est ça. C'est tout simplement ça. Non, seulement une nouvelle force de travail, qui est la précondition pour un nouvel cycle d'accumulation. Aussi bien que la subjection, enfin ce qu'on appelle la subvention formelle, la subvention réelle, ne sont pas des époques avant la formelle, après la réelle. Non, ce sont des figures. Ils s'imposent ensemble d'ailleurs. Et ils sont, disons, en rapport contradictoire. Aussi bien que... bon, j'arrête là sur ces histoires théoriques pour descendre. Non, attends, je veux vous rappeler. Il y a d'autres questions aussi. Oui, mais pour revenir à une autre histoire, cette histoire dont tu parles, on l'a déjà vécue dans les années 70. Désolé, Maurizio. Bien sûr. Ben oui. Non, mais au sens que dans les années 70, il y avait 3 routes pour faire la guerre au capital, qui était l'approche léniniste classique, l'approche guérillero, formalisée par Régis Debray dans la Révolution dans la Révolution, et l'approche maoïste. Et il y a eu une très grande discussion. Au début des années 70, alors, évidemment, les romans dont je faisais partie étaient léninistes, disons traditionnels. Pourquoi? Franco Piperno l'avait dit de façon intéressante, parce que nous étions contre, ça nous dérangeait l'approche guéraïste des Brigades Rouges. Et on était en discussion avec les Brigades Rouges, ça nous dérangeait. Donc on était plus ou moins une espèce d'orthodoxe, d'accord? Personne n'a pris sérieusement l'approche. Oui. Donc, voilà, c'est tout. Donc, et là, il y a eu la rupture. Et Negri, à partir de cette rupture, Negri était movimentiste. C'est-à-dire qu'il n'avait pas une solution. Aucune de ces solutions, les gens de la Vénétie, d'ailleurs, pas seulement Negri, mais tout le groupe Veneto n'avait pas de solution. Très bien. Et on fait dernière et après on donne à elle. Sandro et Tiziana. Alors on laisse pour un deuxième tour. Oui, Il n'y a pas de deuxième tour. Mais 12h30, on m'a dit 30. On a éliminé tout de suite sans deuxième tour. Justement, on n'aura pas de deuxième tour. Alors, allez-y. Parce qu'il y a des panels dans l'après-midi, mais cette discussion c'est magnifique, donc essayons de la faire. Et en même temps de rester un peu dans le temps. Oui, mais bon. Oui, mais attendez, on va oublier les premières questions qu'on posait si on continue. Ok. Non, mais je suis d'accord avec ce que dit Michael. Hein. Le problème, je suis d'accord. D'abord, il faut dire une chose. Que le chaos, il est très relatif. Donc, bravo. Très, très classiquement, tout ce bordel du régime de guerre naît en 2008. Le capitalisme, il s'effondre du point de vue financier. C'est un classique. Et on est dans le régime de guerre depuis 2008. C'est ça la vraie raison. Et après, effectivement, à la limite, Trump, c'est quelqu'un qui va reconnaître le multipolarisme. C'est quelqu'un qui va le reconnaître. Le problème, c'est que, si ça ne va pas réussir, comme c'est difficile que ce truc réussisse, parce que les Américains ont 3 problèmes fondamentaux. Le déficit commercial, le déficit public et l'exposition financière nette. Ils sont dans une catastrophe économique énorme. S'ils n'arrivent pas à les résoudre, qu'est-ce qui va se passer? Et là, peut-être qu'on va revenir à la guerre. Moi, j'ai déjà... Pour moi, la guerre était déjà contenue après la crise de 2008. Et je suis allé... Le deuxième livre que j'ai fait sur la dette, j'ai dit la seule solution qu'a le capital, c'est la guerre. Mais pas parce que j'étais intelligent, parce que c'était une histoire du capitalisme, c'est comme ça. Donc je suis d'accord, effectivement, que tout le prix d'hégémonie, tout ça, que Trump va essayer de faire une guerre commerciale, une guerre de capitaux, il va essayer de faire. Mais si ça ne marche pas, qu'est-ce qui va se passer? Et surtout qu'il a une lutte, parce que pendant les guerres de l'accumulation originaire, il ne faut pas seulement former la classe ouvrière, il faut former aussi la classe bourgeoise. Dans les années 70, ils ont fait une lutte énorme contre les keynésiens, parce qu'il fallait construire notre classe politique. Donc voilà.
Non, mais je vais dire sur le problème de l'accumulation originaire, il n'y a pas de problème. Tout le monde sait que maintenant c'est comme ça. Le problème que pose Crowley, c'est un peu différent. Il ne dit pas que c'est continué. Ça, on l'a écrit, réécrit. Il dit qu'il faut introduire la guerre dans les concepts du capital. C'est des choses complètement différentes. C'est-à-dire qu'il faut prendre l'accumulation originaire et mettre au début du capital, au début de la fin, et mettre donc les politiques, donc la guerre civile, dans les concepts du capital. Ça, c'est pas une chose que moi, j'arrive pas, je ne réussirai pas à faire, mais c'est un peu ça, hein, donc voilà. Et pour ce qui concerne de Foucault, je laisse, parce que là, Eric a des choses à dire. Non, juste vraiment 2 mots, parce que c'est vraiment important que la parole tourne. Eric a des choses à dire. Non, juste vraiment 2 mots, parce que c'est vraiment important que la parole tourne. Non, je veux dire, sur Foucault, je crois bien qu'on est complètement d'accord sur la période dont tu as parlé. Sauf que la période dont tu as parlé, on remarquera, hein, c'est-à-dire en gros jusqu'en 76, avec quand même une interruption de 2 ans où il fait autre chose, où il envoie explicitement dans le mur sa propre hypothèse de la guerre civile, dans des conditions quand même qu'il faut rappeler, c'est-à-dire quand même socialisme, antisémitisme, etc., etc. Bon, là, on est vraiment dans une espèce de tragicomédie intergalactique, hein, bon, dans la dernière chose. Donc, si tu veux, l'autre chose, c'est qu'il faut quand même remarquer que Foucault ne passe jamais, je veux dire, au contemporain sur la question de la guerre civile. Il fait tout le contraire, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, il développe du côté de la subjectivité aussi, un point de vue littéralement contre-révolutionnaire dans Naissance et biopolitique. Ceci me semble assez incontestable. Et l'autre chose, c'est que, comme par hasard, 89 n'est pas vraiment présent, 48 n'est pas vraiment présent, 1870 n'est pas réellement présent, sauf tout à fait à la fin, pour expliquer que c'est le grand renversement de la guerre des races, à la guerre de la race, au sens soit d'un racisme social, voire l'Union soviétique, soit d'un racisme d'État. Bon. Donc, si tu veux, on a, par exemple, dans le premier volume, surutilisé, surinvesti, certains ont dit, non sans raison, forcé, le Foucault de ces années 70, parce que ça a été le seul, bon, qui a effectivement posé la guerre civile, c'est le terme qu'il a utilisé, comme analyseur du pouvoir, avec des effets d'une radicalité, d'une potentialité absolument fabuleuse. Maintenant, ce qui nous intéresse, très franchement, c'est la façon dont c'est envoyé dans le mur à un certain moment très précis. Hein. C'est-à-dire que 76, c'est quand même le moment de la rupture Foucault-Deleuze qui se joue sur un certain nombre de choses dont on a parlé ici. C'est-à-dire l'analyse de l'Allemagne au moment de l'affaire Croissant. Quel type de régime? Bon, alors, on sait déjà que pour lui, c'est un régime social-démocrate, hein, voilà, et qu'on ne peut pas en parler comme d'un nouveau régime autoritaire, au sens, effectivement, de Horkheimer. Et puis, il faut quand même aussi le rappeler, sur la question de la Palestine, et éventuellement aussi sur la question de l'Italie, puisque Foucault avait un certain nombre d'informations assez directes sur la situation italienne, avec des disciples italiens, et avec toute l'importance, tu connais toute l'histoire, du numéro spécial de Out, etc. Donc, si tu veux, enfin, à mon sens, 1, 2, 3, ça va très bien. Althusser, tu as complètement raison, c'est-à-dire que la question de la négation de la négativité a été posée par Althusser. On va reconnaître quand même que dans la suite, toute la philosophie française contemporaine, et Dieu sait que nous en avons été, a joué, jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire, en gros, toute dialectique est une dialectique de forme hégélienne. Ce qui, d'ailleurs, chez Deleuze, au départ, n'était pas exactement le cas. Bon. Donc, c'est intéressant pour nous, dans le dernier texte de Tony, ou l'un des derniers textes de Tony, de voir, quand il repense la question du passage multitude-classe d'une façon différente que ce qu'ils avaient fait effectivement avec Michael, de voir comment, tout à coup, la question pardon, ok, j'arrête. On donne une question. Moi aussi j'ai une question. No, on fait les deux. Tiziana, après on va terminer. Tiziana. Après Raoul, c'est fini. I'm not sure I understood everything, so I apologize if my question doesn't, address the things that you already mentioned. But
the current version of the Trump hegemony, the MAGA movement in the United States, they've been described as having actively embraced an apocalyptic project. They think the end of the world is here, so we are going to generalize war. We want war. We hope that there's going to be resistance and rebellion from the left, because we want a kind of this end of times confrontation. Right? So they've embraced war in this sense. So how do you think about war, making war against war, or how do you not fall into the kind of project for war that they have laid out? Because on the other side, there is Victor Jara, El Derecho de Vivir en Paz. There's no desire for, let's fight this until the end of the world and then you war. There is the desire to live in peace. So how do you counter the fact that power right now, is, as you said, is asking for civil war within a horizon of the apocalypse? That's what they want. They said that. Alors, je voudrais donner la parole à Raoul en ajoutant aussi Okay. pour clore. Yeah. Well, I think there are two main concepts. On the one hand, I think the notion of capitalism is key, and it's, say, a new version of a millennium history that involves the world system. I mean, that war against war we talk about is also the war of the Indians, if the war of the ecosystems, and so on. So the ecosystemic approach is fundamental to redefine class and gender and race, etc. So what should we combat against? And how? Of course, and how? And how is obviously, I would say, with a Guattarian Deleuzian approach, strapping the war machine from the war regime. And that means that today war is hybrid war. It's about energy, it's about information. You cannot operate without computers in war anymore. For instance, in Ukraine, the forms of war have changed totally, especially in Ukraine, the big flatlands. So you cannot operate in a common offensive. You do it because you have drones. They have drones. There is a very interesting article by an Italian guy, Davide, I can't remember, in which he talks about the privatization of war, but also the business of the population fabricating drones for combat, importing them from China. I mean, this is an accumulation regime inside a destruction regime, ecosystemic destruction. So this issue of contingence of Tony, the fact that at a certain point, a tipping point, many tipping points could provoke real extermination, is something we have to take into account radically. It's not just Gaza. Voilà, Gaza et d'autres, Gaza, etc. Donc c'est-à-dire que comment les capitales en tant que capitales génériques, machines abstract machine operate is that they have an inner agonism, we could term it imperialism, whatever. But there is this multipolarity that Giovanni Arrighi predicted, chaos system, systemic chaos inside the world system. But he didn't take into account ecosystemic chaos, which affect also China. China should wait until everybody destroys among themselves. So the situation is absolutely defines the absolute urgency of revolution. Revolution, because we are in a very Leninist situation, like in First World War, but a revolution that doesn't bet on civil war, because civil war today is just another issue, another iteration of this dynamic of also the urgency to close really. So, yeah, okay.
I'm finishing. So, Una volta che discutiamo, devo andare via. So the issue, Sono d'accordo con Maurizio, mi avete detto di chiudere alle 13:30 e non sono le 13:30, quindi scusatemi, o faccio io l'animatore oppure c'è qualcun altro, prende il mio posto. no, about this last. Fini, s'il te plaît. Oui. The issue of fascism. I think that the main difference between Trump, Putin, or the European far right is that they bet on civil war. Yes. They don't want foreign wars. They bet on civil war to establish a regime of neo-colonial apartheid or the Maiden's Tale. I mean, that kind of regime, neo-patriarchal, exterminist, genocidal. That's Netanyahu. And the center left, or the extreme center, wants to avoid that inner civil war, exporting war through creating these enemies. So they are civilizational, while Trump and the others are ethnical, are supremacists and so on. So that's a contradiction inside this, and that's where we should also profit from, because the kairos is an absolute concept that we have to bet on. But this uncertainty means that issues like 2011 are gonna absolutely repeat. We don't know when, so we should bet on that kind of relationship between revolt, network system revolt, and political platform. So the issue of the party, the World Party, is absolutely fundamental. And the issue of the common in terms of how do we manage this ecosystemic transition in chaos is absolutely fundamental. The common as a mode of production has to prove itself in this situation. And the party of the common is that, let's say, funzione di partito, come potere operaio, that profits from destabilization and creates the institutions and the passages and the transitions and the conventions, la natura patrizia, for these revolts to establish themselves. And I think that we cannot avoid chaos. We cannot just end war. This is the situation in which we are in this planet now.